Elle n'avait que 9 ans, recroquevillée sous un vieux pont, vêtue d'une robe rose déchirée, pieds nus, le corps couvert d'échymoses et le silence accroché à ses lèvres comme un secret trop lourd à porter. Lorsque l'agent Marshall Stone s'agenouilla pour lui demander qui lui avait fait du mal, elle murmura d'une voix tremblante « Maman et papa, ils ne voulaient plus de moi ». Mais alors que son partenaire canin, Ace, s'approchait en reniflant l'air, Marshall comprit que la vérité qu'ils allaient découvrir ne concernait pas seulement cette petite fille. C'était bien plus sombre, quelque chose de caché là, sous leurs yeux, depuis longtemps. Et ce qu'ils allaient mettre à jour, ensuite, allait secouer toute la ville et rendre justice à des voix qui avaient été réduites au silence depuis des années. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville nous regardez-vous ? Parce que ce genre d'histoire pourrait se passer n'importe où. Même chez vous, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. L'air du soir, à Oak Ridge, Arkansas, portait un silence étrange. Pas le calme apaisant qui précède le sommeil, ni celui, paisible, des petites heures de la nuit. Non, c'était un silence qui mettait la nature elle-même sur pause. Un silence qui faisait hésiter le vent à souffler. L'agent Marshall Stone avait déjà ressenti ça, une fois en Irak, juste avant une embuscade. Et maintenant, à nouveau, au cours d'une patrouille solitaire avec pour seule compagnie le bruit de ses bottes écrasant le gravier et le souffle régulier de son partenaire à 4 pattes. Marshall avait 44 ans, grand, épaules larges, visage marqué par une vie entière de service et de pertes. Sa mâchoire carrée portait l'ombre d'une barbe de 3 jours et ses yeux sombres avait ce poids silencieux qu'on retrouve chez ceux qui ont vu trop de choses et qui les gardent pour eux. Ses tempes commençaient à grisonner, ses cheveux coupés courts comme un uniforme invisible. Il portait sa tenue avec une précision presque militaire. Ce n'était pas un homme bavard, mais ceux qui le connaissaient respectaient sa constance, sa compassion et cette tristesse qu'il cachait derrière son calme. Une douleur née d'un accident qui, 5 ans plus tôt, lui avait arraché sa fille unique. Depuis, il s'était juré de protéger les plus vulnérables, parce qu'il n'avait pas pu sauver ceux qu'il aimait le plus. À ses côtés marchait Ace, un berger allemand de 6 ans, au pelage épais mêlant noir et fauve. Ses yeux, couleur ambre, scrutaient en permanence. Ses oreilles droites comme des radars, Ace travaillait avec Marshall depuis 4 ans. Dressé pour la recherche, le sauvetage et la protection, il était d'une loyauté farouche et d'une intelligence presque troublante. Son allure était fluide, son corps puissant mais affûté. Les habitants l'appelaient souvent le soldat à fourrure, et Marshall ne contredisait jamais. Il y avait des moments où Ace percevait les choses bien avant lui. Et ce soir-là, Ace s'arrêta net. Ils étaient sous le vieux pont de Riverbend Street, là où le ruisseau s'était réduit à un filet de boue et où les buissons retenaient des sacs plastiques et des canettes comme des souvenirs oubliés. Ace s'immobilisa, museau en l'air, oreille adressée, un grondement sourd monta de sa gorge, non pas menaçant mais préventif. Marshall leva sa lampe torche et balaya les piliers de béton. Un mouvement attira son attention. Une petite silhouette tapie entre 2 colonnes. En s'approchant, l'image devint plus nette. Une fillette, pas plus de 9 ans, recroquevillée contre la pierre froide. Sa robe rose était déchirée à l'épaule, tachée de terre. Ses genoux, griffés et ensanglantés, étaient serrés contre sa poitrine. Ses cheveux bruns, en mèches emmêlées, avaient perdu toute leur légèreté. Ses bras encerclaient ses jambes, et ses grands yeux bruns restaient fixés sur la lumière, sans cligner, même lorsque le faisceau l'atteignit de plein fouet. Marshall s'agenouilla et parla doucement. « Salut ma puce, tout va bien, tu es en sécurité maintenant. » Elle ne répondit pas. Elle sursauta seulement lorsque Ace s'avança, reniflant doucement, la queue basse, immobile. Le chien s'accroupit lentement, baissant la tête comme pour dire « Je ne te ferai pas de mal ». Enfin la petite parla, sa voix à peine audible « Ne me ramenez pas là-bas ». Marshall inclina la tête. « Là-bas ? Où ça ? Tu peux me dire ton prénom ?» Elle détourna les yeux vers la boue. « Lila » souffla-t-elle, « juste Lila ?» Ace s'approcha encore, posant doucement son museau près de son poignet. Marshall aperçut alors les marques rouges, des traces fines et uniformes encerclant ses poignets, comme des menottes en plastique, pas des cordes. « Où sont tes parents, Lila ?» demanda-t-il. Elle murmura « Ils ne reviendront pas ? Ils disent que je parle trop, que je mange trop. » Sa voix se brisa. Elle frotta ses yeux sales du revers de la main, laissant une trace sombre sur sa joue. « Ils m'ont dit que je devais vivre avec les rats maintenant. »
Marshall sentit quelque chose se serrer violemment dans sa poitrine. Il ôta sa veste et la posa sur ses frêles épaules. Elle l'engloutit complètement. Pourtant, elle ne sembla pas plus rassurée. Pas de larmes, pas de geste vers lui, juste ce silence lourd, comme si elle avait appris à se faire petite pour survivre. Ace s'assit contre elle. Lila, pour la première fois, tendit la main et enfouit ses doigts dans la fourrure chaude du chien, s'y accrochant comme à la seule chose vivante qui ne la rejetait pas. « Ils t'ont laissé ici ?» demanda Marshall. Elle hocha la tête. « Ils ne veulent plus de moi. » Marshall se redressa, luttant pour contenir la colère qui montait. Il appuya sur son micro. « Centrale, ici unité 27. J'ai une enfant retrouvée, environ 9 ans, pieds nus, blessurier visible. Besoin d'une équipe et de la protection de l'enfance au pont de Riverbend immédiatement. » Puis il se pencha à nouveau vers elle. « On va t'aider, Lila. Plus jamais personne ne t'abandonnera. » Elle ne répondit pas, mais ses doigts serrèrent un peu plus fort la fourrure d'Ace. Marshall croisa le regard du chien. Les oreilles d'Ace frémirent. Dans ce langage muet qu'il partageait, Marshall comprit. Il y avait encore quelque chose à découvrir. Ace renifla l'air à nouveau, puis se mit à tourner lentement autour de la zone, le museau frôlant la boue et les débris. Marshall suivit sans un mot. Derrière l'un des piliers du pont, près d'un amas de cartons aplatis et d'emballages graisseux, Ace s'arrêta net. Il émit un aboiement bref et précis. Marshall se pencha et découvrit un vieux sac à dos, le tissu usé, la fermeture cassée, une seule bretelle encore intacte. À l'intérieur, une bouteille d'eau à moitié vide, une barre de céréales recouverte de moisissures sur un côté et un morceau de papier froissé. Marshall le déplia avec précaution. Ce n'était pas une lettre, mais un dessin. 2 silhouettes bâtons, l'une grande, l'autre petite, avec un chien entre elles. En bas, 3 mots griffonnés maladroitement. « Moi et vraie maman ». La gorge de Marshall se serra. Il jeta un coup d'œil vers Lila. Elle était toujours blottie contre Ace, les yeux à moitié fermés, comme si le sommeil la rattrapait après des jours de fuite. Elle avait donné sa confiance au chien avant tout. Pas aux paroles rassurantes, pas aux promesses, juste à la présence silencieuse d'un être qui ne jugeait pas. Marshall se redressa et balaya du regard la rue au-dessus, éclairée par les lampadaires jaunâtres. Quelqu'un, là-haut, avait abandonné cet enfant. Mais ici, sous ce pont, elle venait d'être trouvée. Et il n'était pas question de la laisser tomber à nouveau. Les néons du commissariat d'Oak Ridge bourdonnaient, projetant une lumière blanche et froide sur la salle d'accueil. Assise sur une chaise métallique beaucoup trop grande pour elle, Lila était emmitouflée dans une épaisse couverture polaire. Ses pieds nus balançaient dans le vide. Dans sa main, un verre de lait chaud qu'elle n'avait pas touché. À côté, quelques biscuits salés sur une assiette en carton, tout aussi intacte. Elle avait donné son prénom, rien de plus. Son regard restait fixé sur un mur, pas effrayé, juste ailleurs, comme si elle s'était réfugiée derrière des couches de souvenirs douloureux. Ses boucles brunes, désormais sèches, formaient un amas emmêlé. Ses bras maigres, visibles sous la couverture, portaient de légères ecchymoses, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Marshall s'assit en face d'elle, posant ses mains à plat sur la table dans un geste calme. Il avait retiré son gilet pare-balles et sa ceinture d'armes pour paraître moins comme un policier, plus comme quelqu'un de sûr. Sa voix, basse et stable, ressemblait à celle d'un père lisant une histoire du soir, longtemps avant que sa propre vie ne bascule. « Lila, tu te souviens de quelque chose d'autre ? Peut-être ta rue ? La boîte aux lettres ? Le nom de ton école ?» La fillette secoua lentement la tête. « Il ne me laissait pas aller à l'école. Il disait que j'étais idiote. » Marshall inspira profondément par le nez, retenant sa colère derrière les dents. Ace, assis dans un coin de la pièce, observait. Ses oreilles tressaillirent à chaque mot prononcé par la petite. Et lorsque sa voix retomba dans le silence, il se leva, avança tranquillement et vint poser sa tête sur ses genoux. Lila cligna des yeux, surprise, puis caressa doucement la fourrure de son cou. C'est alors qu'Ace renifla, 2 fois, plus fort la seconde. Il aboya une fois sec, comme pour signaler quelque chose. Marshall se redressa aussitôt, s'accroupit à côté du chien. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Il huma discrètement l'air près de Lila. Sous l'odeur de terre et de lessive de la couverture prêtée par le commissariat, quelque chose de plus piquant se cachait, un parfum chimique, presque métallique. Marshall appela dans le couloir. « Donna, tu peux venir ici ?» Une femme d'une 50aine d'années entra. Cheveux gris blonds attachés en chignon serré, cardigan sur une tenue médicale, elle portait cette chaleur naturelle qui apaisait même les officiers les plus endurcis. Donna Summers, infirmière du poste depuis près de 20 ans, avait des yeux bleus pétillants mais vifs. « Qu'est-ce qu'il se passe ?»
demanda-t-elle. Marshall désigna Lila. Ace détecte une odeur forte, possiblement chimique. Tu peux vérifier? Donna s'agenouilla devant la fillette, sa voix douce comme du velours. Salut chérie, je m'appelle Donna. Est-ce que je peux regarder tes bras et tes jambes? Je te promets d'être très douce. Lila ne répondit pas, mais ne recula pas non plus. Donna déplia la couverture avec précaution. Son souffle se bloqua légèrement lorsqu'elle atteignit les poignets. Les marques rouges formaient des anneaux, déjà en train de croûter mais de façon irrégulière. Elle tourna le bras de l'enfant et montra les fines entailles espacées régulièrement. Des colliers de serrage, pas des cordes, bien trop serrés, probablement pendant des heures. Marshall serra la mâchoire. Donna se pencha, huma les cheveux et la chemise de Lila. Désinfectant industriel, pas du produit ménager. Ça ressemble à la chlorhexidine. On l'utilise dans les cliniques ou pour nettoyer du sang. Marshall sentit son instinct se réveiller. Quelque chose se dessinait. Lila, tout à l'heure, tu as dit que tes parents ne voulaient plus de toi. Peux-tu me décrire la maison? Pas seulement comment elle est dehors, mais les pièces, l'intérieur? La petite leva lentement les yeux. Sa voix était presque un souffle. C'était grand, froid, ça sentait le savon et le métal. Il y avait une pièce en bas, sans fenêtre. C'est là qu'il me mettait quand j'étais méchante. Marshall demanda « En bas? Dans le sous-sol » Elle hocha la tête. Il disait que les voisins n'aimaient pas le bruit. Il nota chaque mot. Puis il enchaîna « Tu te souviens de leur voiture ?» Elle fronça les sourcils comme si elle fouillait loin dans sa mémoire. Noire, bruyante, grande à l'arrière. Une SUV noire. Marshall se tourna vers Donna. « Je veux la liste de toutes les SUV noires enregistrées au nord de la ville sur l'année écoulée et que la protection de l'enfance soit ici immédiatement. » Donna hocha la tête et quitta la pièce d'un pas rapide. 1 heure plus tard, Marshall était penché sur un terminal dans son bureau, filtrant les données de véhicules dans un rayon de 20 km. Lila se reposait dans une autre salle, surveillée par un agent. Mais c'est Ace qui donna le prochain indice. Le chien aboya 2 fois dans le couloir, puis se posta devant la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Marshall. Ace, immobile, fixait la rue. Une voiture venait de passer, tournant vers l'est. Marshall sortit, l'air plus froid encore. Ace huma, tourna en cercle, puis pointa son museau vers la zone industrielle à la périphérie. Le même secteur que Lila avait décrit, métal désinfectant. Marshall retourna au bureau, chercha dans les registres. Il croisa les propriétés avec les familles assis propriétaires de SUV noirs situées près du secteur industriel. 2 adresses correspondaient. L'une ressortit immédiatement, un couple nommé Garrett et Denise Caldwell. Aucun enfant enregistré à leur nom. Achat en liquide il y a 2 ans. Sous-sol insonorisé. Officiellement pour un studio d'enregistrement musical. Aucun enregistrement légal, juste un permis et une façade. Marshall croisa le regard d'Ace. On y va. Maintenant. La rue Hawthorne avait tout du cliché de banlieue américaine que l'on voit sur les brochures immobilières. Pelouse impeccable, boîtes aux lettres blanches, porches ornés de paniers fleuris et de carillons qui tintaient doucement au vent. Le genre d'endroit où tout le monde sourit en vous croisant, mais où personne ne regarde vraiment. L'agent Marshall Stone n'aimait pas ces rues. Trop parfaites pour être honnête. Il s'en méfiait depuis la nuit où sa propre vie avait basculé, la nuit où un conducteur ivre, fils de bonne famille, avait juré n'avoir bu que 2 verres avant de tuer sa fille sur une route tout aussi paisible. Il gara le 4x4 de patrouille à quelques mètres du 1642 Hawthorne Lane. Une maison coloniale, 2 étages, peinte en bleu pâle avec des volets blancs, un portique accueillant, un vieux balancement de bois immobile dans l'air calme et 2 parterres de fleurs parfaitement symétriques de part et d'autre de l'allée. Marshall observe les caméras, 2 visibles, une au-dessus de la sonnette, l'autre à l'angle du garage. 3 autres, plus discrètes, se devinaient sous les avant-toits. Trop de surveillance pour un couple ordinaire. Ace sauta du véhicule et se plaça à côté de lui, oreilles frémissantes. Pas d'aboiement, pas de détente, juste de l'alerte pure. Marshall s'avança, sonna. La porte s'ouvrit sur un homme dans la fin de la quarantaine. Grand, athlétique, mâchoire carrée, polo gris clair rentré dans un pantalon sombre, alliance en argent. Les cheveux blonds foncés gominés, des yeux bleus durs qui évaluaient tout en un clin d'œil. Marshall y reconnut ce genre d'homme qu'on avait toujours décrit comme respectable et de fiable, jusqu'au jour où la façade craquait. « Bonjour agent, je peux vous aider ?» dit-il d'une voix lisse. « Détective Stone, Oak Ridge Police Department. J'ai quelques questions à propos d'une enfant qui aurait été sous votre garde, une fillette nommée Lila. » L'homme marqua une infime pause. Ses épaules se tendirent à peine.
Lila, elle va bien? Elle est en sécurité, répondit Marshall. Mon Dieu, elle a fugué hier soir après le dîner. Elle était dans une phase difficile. Crise, saute d'humeur, on a tout essayé, mais certains enfants, sa voix se perdit alors qu'une femme apparut derrière lui. Début quarantaine, grand, silhouette fine, cheveux au burn tirés en un chignon serré. Blouse crème, pantalon beige, posture raide, bras croisés. Son maquillage était impeccable, mais quelque chose de froid se cachait derrière ses traits. Ses yeux noisettes semblaient verrouillés. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, voix douce mais contrôlée. « Détective Stone » répéta Marshall. « Nous enquêtons sur la sécurité de Lila. J'aimerais vous poser quelques questions et jeter un œil à la maison. » La femme sourit légèrement, presque par politesse. « Bien sûr, même si, je dois vous dire, elle a tendance à exagérer. Je ne prendrai pas tout ce qu'elle dit pour argent comptant. » Marshall resta impassible. « Compris. Puis-je entrer ?» répondit l'homme en s'écartant. L'intérieur ressemblait à un catalogue. Aucun désordre, aucun objet personnel, pas de photos d'enfants. Des tableaux abstraits, une grande toile marine au-dessus de la cheminée, odeur de cire citronnée et de désodorisant lavande. Ace avançait lentement, reniflant chaque angle, chaque meuble. Il s'arrêta net devant une porte blanche près de la cuisine. L'air y était différent. « Qu'y a-t-il derrière » demanda Marshall. « Le sous-sol. »« Buanderie, rangement » répondit l'homme. Ace grogna bas, puis posa son museau contre le bas de la porte. « Est-ce vraiment nécessaire » intervint la femme, une pointe d'agacement dans la voix. « Je vais devoir y jeter un œil » répondit Marshall. L'homme leva les mains. « Sauf tout le respect que je vous dois, détective, sans mandat. »« Vous avez raison, admis Marshall. Mais dites-moi, avez-vous des documents prouvant que vous avez la garde légale de Lila ?» Un instant d'hésitation. « Non, c'était informel. Une connaissance d'un ami. Temporaire, ajouta-t-elle avec un sourire forcé. Marshall fit un pas vers eux, Ace grondant à nouveau, plus fort cette fois. « Je reviendrai avec un mandat. En attendant, personne ne touche à ce sous-sol. » De retour au commissariat, Marshall se dirigea vers la salle des archives. Carlos Nguyen, jeune officier à lunettes, toujours plongé dans ses écrans, leva les yeux. Marshall déposa les noms Caldwell sur son bureau. « Je veux tout, dossier d'adoption, tutelle, licence de foyer d'accueil, jusqu'à 2 ans en arrière. » En 10 minutes, Carlos leva la tête. « Rien ? Pas d'adoption, pas de licence, pas de tutelle officielle. Pas d'enfants enregistrés à leur adresse. » Marshall sentit l'adrénaline monter. « Vérifie les emplois, compte bancaire, tout. » Quelques clics plus tard, Carlos annonça « Denise est répertoriée comme consultante en soins, mais sans certification. Marc n'a pas de travail déclaré depuis 1 an, mais il a transféré 38 000 $ en 6 mois vers un compte au Nevada, relié à une société suspecte déjà signalée dans une enquête fédérale. » Marshall inspira profondément. « C'est une coquille vide. » Carlos ajouta « Et Denise a changé de nom après une faillite, il y a 4 ans. » Marshall prit la direction de la porte. Ace attendait déjà. Cette maison avait des fleurs, des caméras, un parfum de propreté. Mais en dessous, il y avait quelque chose de pourri. La pluie avait commencé à tomber peu après minuit, fine mais persistante, enveloppant Oak Ridge d'un voile gris et froid. Chez Marshall, l'air avait cette lourdeur étrange qui n'annonçait pas la paix, mais plutôt quelque chose qui rôdait en attente. Ace tournait en rond dans le salon, ses griffes effleurant le parquet à chaque pas. Il ignorait son repas du poulet rôti et du riz, habituellement englouti en quelques secondes. Ses oreilles frémissaient, son museau pointait régulièrement vers la baie vitrée de la cuisine. Un grondement sourd vibrait dans sa poitrine chaque fois que son regard se posait sur l'obscurité de l'extérieur. Assis à la table, Marshall feuilletait le dossier Caldwell, les photos de la maison et les relevés bancaires. Mais il sentit le changement. Ace se posta soudain devant la porte-fenêtre, immobile, le corps tendu comme un arc prêt à se rompre. Il aboya une seule fois, sec et puissant. Marshall n'hésita pas. Il attrapa sa veste, glissa son arme dans son holster, fixa son insigne à sa ceinture. Son instinct lui criait que ce n'était pas un simple caprice canin. Ace se souvenait, Ace savait. Ils quittèrent la maison par le portail latéral, traversèrent 2 jardins voisins. Le sol était glissant, l'herbe humide. En approchant de la résidence Caldwell, tout semblait endormi. Aucune lumière, aucun mouvement derrière les rideaux tirés. Ace ne ralentit pas. Il contourna la maison, se dirigeant droit vers une petite dépendance adossée à la clôture arrière. Un cabanon gris, clair, banal en apparence, fermé par une vieille chaîne rouillée. Un paillasson détrempé traînait devant la porte. Ace s'assit juste devant, la tête légèrement inclinée, comme pour dire « C'est là ». Marshall balaya l'intérieur avec sa lampe torche par une fissure du bois.
De la poussière flottait dans le rayon lumineux, mais au fond, quelque chose refléta brièvement la lumière. Il enfila ses gants, sortit un pied de biche de sa ceinture, fit sauter le cadenas. La porte grinça en s'ouvrant, libérant une odeur lourde. Un mélange de moisie, de javel et d'un fond métallique, celui du sang séché. L'intérieur semblait ordonné, établi contre un mur, boîtes en carton empilées, outils suspendus. Mais Ace resta planté sur le seuil, fixant un placard sous l'établi. Marshall s'agenouilla, ouvrit doucement la porte. Tout au fond, cachée sous un vieux torchon taché, une caisse en bois, lourde. Il la tira vers lui, défit le loquet. À l'intérieur, des dizaines de bracelets d'enfants. Certains en plastique coloré, d'autres tressés avec du fil, d'autres encore en bois avec des initiales gravées. Un avait un petit ruban violet, un autre était couvert de terre séchée. Marshall sentit sa gorge se nouer. Ce n'étaient pas des souvenirs heureux, c'étaient des trophées. Parmi eux, il trouva un bracelet marqué « Lila ». À l'intérieur, en lettres, à peine visibles, tracées au stylo pailleté, « Je veux rester pour toujours ». Ace gémit derrière lui. Marshall fouilla le fond de la caisse et en sortit une liasse de vieilles photos, principalement des polaroïdes. Des enfants entre 5 et 8 ans, figés devant un mur blanc, sans sourire. Dans l'une des images, une fillette qui ressemblait étrangement à Lila tenait un ours en peluche borgne. Marshall se figea. Cet ours, il l'avait vu dans la salle des scellés du commissariat, récupéré près du pont. Il referma la caisse, le cœur battant et sortit dans la pluie fine. Ace avançait devant lui, mais jetait encore des regards en arrière, vers le cabanon. Marshall appela le central depuis son portable, la voix basse, mais tranchante, « Ici Stone. Je demande un mandat de perquisition complet pour le 1642 Hawthorne Lane. Preuves en main de possible trafic d'enfants, plusieurs victimes probables, j'apporte la caisse au poste. » Alors qu'il traversait la pelouse détrempée, il sentit un frisson glacial dans son dos. Derrière un rideau du rez-de-chaussée, une ombre venait de se déplacer. Quelqu'un les observait. Quelques heures plus tard, alors que la nuit se prolongeait, Marshall était de retour chez lui, à peine assis, lorsqu'un appel brisa le silence. Numéro inconnu, il décrocha « Stone ». Une pause, puis une voix jeune, rauque, éraillée se fit entendre « Vous ne me connaissez pas, mais je vivais là-bas ». Marshall se redressa. « Où ça ? Chez eux, chez les Caldwell. J'étais là avant Lila, avant les autres. » La voix à l'autre bout de la ligne avait l'âpreté de quelqu'un qui avait crié trop souvent ou respiré trop de fumée. Marshall estima qu'il devait avoir 17 ou 18 ans. On devinait la peur rien qu'à l'écoute de sa respiration irrégulière. « Comment tu t'appelles » demanda Marshall en prenant déjà un stylo. « Non, si vous écrivez mon nom, ils me retrouveront. Mais je sais ce qu'ils font. Je sais ce qu'il y a sous cette maison. » Le cœur de Marshall accéléra. « Dis-moi » La voix baissa d'un ton, comme si chaque mot lui coûtait. Le sous-sol, ce n'était pas juste pour punir, c'était pour former. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Ils amenaient des enfants, des calmes, des turbulents. On restait dans le noir pendant des jours. Si tu criais, pas de repas. Si tu parlais, ils te tiraient dehors. Ace, allongé près de Marshall, leva la tête. Ses oreilles se dressèrent, sentant la tension grimper. La voix reprit, plus rapide. Ils ne nous gardaient pas tous. Seulement 2 à la fois, les autres, il les envoyait ailleurs. Où ? Pressa Marshall. Où est-ce qu'il les emmenait ? Une cabane, près de Crystal Lake, abandonnée. Il nous y mettait quand quelqu'un venait vérifier la maison. On attendait. Parfois, on repartait. Parfois, non. Marshall se pencha, notant chaque mot. « Tu peux me montrer ? » ?»« Non. Je n'y remettrai jamais les pieds. Mais je peux vous dire comment y aller ? Derrière la vieille cabane du garde forestier. Tu marches jusqu'à ce que le lac disparaisse derrière toi. C'est la 2e cabane sur la gauche, tu la sentiras avant de la voir. » Un silence lourd, puis un déclic. La ligne était coupée. Marshall resta un moment, fixant l'écran noir du téléphone. Ace émit un aboiement bref, comme pour lui dire « Qu'est-ce qu'on attend ?» 22 minutes plus tard, le 4x4 avalait les derniers 6 kilomètres menant à Crystal Lake. Plus de lampadaires, juste le halo blafard de la lune filtrant entre les arbres. Marshall ne disait rien. L'appel tournait en boucle dans sa tête, chaque mot comme une pierre dans ses poches. Ace, assis droit sur le siège passager, le museau vers l'avant, guettait les bruits étouffés de la forêt. Ils garèrent le véhicule près d'un vieux cabanon de garde forestier, réduit à une carcasse de bois vermoulu. Derrière, un sentier à peine visible s'enfonçait entre les arbres, avalé par la végétation. Marshall prit sa lampe, fit signe à Ace de rester près de lui.
Les branches fouettaient leurs jambes, la terre humide collait aux semelles. 10 minutes de marche suffirent pour que l'air change. Plus froid, plus lourd, avec un parfum métallique qui serrait la gorge. Ace se mit à gronder, bas, continu, puis il s'arrêta net, museau haut, et pivota brusquement à gauche. C'est là que Marshall la vit. Une petite cabane, un seul étage, bois gris, déformé par le temps, un volet arraché, l'autre cloué. La porte tenait de travers sur ses gonds. Le perron, à moitié effondré, grinçait au moindre souffle de vent. Malgré l'abandon apparent, tout semblait habité par quelque chose d'invisible. Ace avança le premier, renifla les marches, puis se figea, que raide. Il jeta un regard vers Marshall, puis aboya une fois clair et précis. Marshall posa le pied sur la première planche, qui gémit sous son poids. Il poussa doucement la porte. Pas de serrure, juste un battant fatigué. L'odeur les frappa, moisie, javel, et cette note ancienne, âcre, de sang séché. Marshall se couvrit le nez. Ace, prudent, inspectait le sol, ses coussinets glissant sur les lames usées. Dans un coin, un tas de tissus pourris. Marshall s'agenouilla, souleva une robe d'enfant, petite, rose, déchirée, pas sans rappeler celle que portait Lila. Sur l'étiquette, à demi effacée, un nom, Saint. Mary's Foster Center. Ace grogna plus fort, se tournant vers une ouverture à l'arrière, masquée par un rideau bricolé avec un drap. Marshall écarta le tissu. 3 matelas d'enfants posés à même le sol, déchirés, tachés, des couvertures en lambeaux, et sur les murs, des dizaines de marques de griffures, de petite taille, comme faites avec des ongles. Sur un pan entier, un mot écrit encore et encore, au feutre rouge, « Aidez-moi ». Le souffle de Marshall se coupa. Ace, lui, grattait une planche du sol. Marshall sortit le manche de sa lampe pour faire levier. En dessous, un petit compartiment. À l'intérieur, une photo abîmée. Une fillette souriante, dents du devant manquantes, encadrée par 2 adultes dont les visages avaient été raturés au marqueur noir. Derrière, quelques mots tremblants, son nom était Tessa. Marshall referma la cachette, le regard dur. « C'est fini, Ace, on ne joue plus à être poli. » Le ciel s'était chargé comme un hématome au lever du jour. Des nuages lourds étouffaient la lumière, et l'air avait cette odeur métallique que Marshall associait au moment où les choses basculent. Dans la salle de réunion du commissariat, cartes et plans étaient étalés sur la grande table. Photos aériennes de la maison Caldwell, schéma du sous-sol, liste du matériel à saisir. Marshall restait debout, bras croisés, l'œil fixé sur les plans comme s'il essayait de voir à travers le papier. À ses côtés, un homme mince, la cinquantaine, cheveux coupés ras, portait une veste coupe-vent bleu marine avec les lettres DHS imprimées sur la manche. Agent fédéral, Marcus Penn n'avait pas pour habitude de perdre son temps. Sa voix sèche résonna dans la pièce. On a retracé les virements de Mark Caldwell. Il transite par une société écran au Nevada déjà connue pour du blanchiment lié à un réseau de traite d'êtres humains. Mais il y a mieux, Mark Caldwell n'existe pas. Marshall tourna la tête, les yeux plissés. Comment ça? Son vrai nom est Robert Kane, ancien suspect clé dans l'affaire du Harvest Outreach dans le Missouri, 8 ans en arrière. Couverture religieuse, 3 arrestations, mais Kane a disparu avant qu'on ne puisse le cueillir. Nouveau nom, nouvelle femme, nouvel état. Marshall sentit ses poings se refermer. Et il a recommencé ici. Penn hocha la tête. Avec méthode, et il est bon pour se rendre invisible. Mais cette fois, vous avez assez pour le coincer. Capitaine Avery entra à ce moment-là. Petite femme aux cheveux gris, tirée en chignon, gilet pare-balles déjà ajusté, elle ne perdait jamais son sang-froid. « Stone, vous menez l'entrée. Équipe SWAT en planque 2 pâtés de maison plus loin. Pas de sirène, pas de gyrophare, on entre en civil jusqu'au go. » Marshall acquiesça. Avery ajouta « Une fillette a été aperçue hier soir sur la terrasse arrière. Blonde, petite, portant un pull trop grand. Pas de traces dans les registres scolaires. On pense qu'il prévoyait de la déplacer ce matin. » Marshall sentit un poids supplémentaire dans sa poitrine. Il jeta un regard à Ace, couché près de la porte. Le chien leva la tête, oreille droite. « Prêt, mon vieux ?» Un aboiement sec, comme un verdict. À 6h45, les SUV banalisés encerclaient discrètement le quartier. Les Caldwell ne savaient pas encore qu'ils étaient de piégés. Denise n'était pas à la maison et sa voiture avait été repérée près d'un box de stockage en périphérie. Robert Kane, lui, était seul avec la fillette. Marshall resserra la sangle de son gilet tactique. « On y va !» Avec Harris, un collègue grand et sec comme un fusil, il longea la façade et atteignit la porte latérale. « C'est bon pour toi ?» « Ouais », répondit Harris. Sur ordre dans l'oreillette, « Go !»
Harris enfonça la porte d'un coup d'épaule. La cuisine était vide. Claire. Marshall pointa vers l'escalier du sous-sol. Ace descendit le premier, museau en avant. Au bas des marches, il se figea, grognement grave. Marshall déboucha l'angle, arme levée. Robert Kane était là, tenant fermement par le bras une fillette aux cheveux blonds bouclés, à peine 7 ans, pieds nus, lèvres fendues. À ses pieds, un sac de sport entrouvert, liasse de billets, seringues, menottes en plastique. « Lâche-la, Kane !» ordonna Marshall, canon pointé sur son torse. Kane sourit, froid. « Vous êtes en retard !» La petite gémit. Ace, immobile, fixait le bras de Kane comme une cible. Marshall reprit. « Laisse-la partir. Tu ne sortiras pas d'ici libre. Ce n'est qu'un produit, cracha Kane. Vous vous impliquez trop émotionnellement. » Un éclair de colère traversa Marshall. Kane resserra sa prise, mais juste assez pour offrir une ouverture. Ace bondit, toute griffe dehors. Ses crocs se plantèrent dans l'avant-bras de Kane. Celui-ci hurla, lâchant la fillette. Marshall se précipita, le plaqua au sol, genou dans le dos, tandis qu'Ace maintenait sa prise jusqu'à l'ordre. Lâche, le chien obéit aussitôt, recula museau encore taché de rouge. Harris passa les menottes à Kane, qui se tordait en insulte. La fillette, recroquevillée contre le mur, tremblait encore. Marshall s'agenouilla devant elle, adoucissant la voix. « C'est fini, tu es en sécurité. » Elle releva ses yeux clairs vers Ace, esquissa un sourire timide. « C'est lui qui m'a sauvé. »« Oui, » confirma Marshall. Et il le referait. Le soleil commençait à percer derrière les nuages lourds, projetant une lumière pâle sur le jardin parfaitement entretenu des Caldwell. Des bandes jaunes de rubans de police flottaient mollement au vent autour de la maison. Les agents allaient et venaient chargeant sacs de preuves, caisses et ordinateurs dans les véhicules. Mais Marshall n'arrivait pas à se détacher d'une sensation qui lui collait à la peau. Quelque chose manquait encore. Ace n'avait pas quitté ses côtés depuis l'arrestation. Pourtant, ce matin-là, il semblait agité d'une manière différente. Plutôt que de se détendre après la capture, il reniflait le sol, longeant le jardin, revenant toujours vers la même zone, le coin des massifs de fleurs. Marshall le regarda, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as trouvé, vieux ?» Ace se mit à gratter, lentement au début, puis plus vite, en voyant voler la terre et les pierres décoratives. Marshall s'accroupit et l'aida, retirant de grosses pierres plates. Sous la couche de terre, ils mirent à jour une petite boîte en bois, usée, ternie par le temps. Elle était coincée dans une cavité de béton et de boue, comme si quelqu'un l'avait dissimulée avec soin. Marshall l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des lettres, des dizaines. Certaines pliées avec une minutie enfantine, d'autres froissées, tachées, jaunies. Le papier provenait de carnets d'écoliers, de cahiers de coloriage, voire de serviettes en papier. L'écriture variait, mais toutes étaient petites, maladroites, écrites par des mains d'enfants. La première qu'il lut disait « Si quelqu'un me trouve, dites à ma vraie maman que je ne l'ai pas oubliée. » Tessa. Marshall avala difficilement sa salive. Il en ouvrit une autre, le crayon à moitié effacé. « Mon nom est Ellie. Ils disent donc que je vais bientôt partir. Je ne sais pas où. Aidez-moi. » Chaque feuille semblait être une bouteille à la mer lancée depuis un endroit où personne n'écoutait. Certaines étaient accompagnées de dessins, bonshommes derrière des barreaux, cœurs brisés, petites maisons entourées de nuages noirs. Marshall sentit ses mains trembler. Puis, il tomba sur un bout de serviette, écrit de travers au marqueur. « Si quelqu'un me trouve, est-ce que je suis encore réel ou tout le monde m'a oublié ?» En bas, un prénom, Lila. Il resta figé quelques secondes, incapable de parler. Derrière lui, une voiture banalisée était garée, moteur coupé. À l'intérieur, Lila attendait, assise à l'arrière, emmitouflée dans un manteau neuf. À côté d'elle, Anita Roland, une agente de protection de l'enfance, surveillait la scène avec attention. Anita était une femme dans la soixantaine, à la fois douce et solide, connue pour ne jamais reculer devant un dossier difficile. Marshall se dirigea vers la voiture, boîte en main. Lila leva les yeux dès qu'il ouvrit la portière. Ses prunelles brunes, trop grandes pour son visage, cherchaient une réponse dans les siennes. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix timide. Marshall sortit le morceau de serviette, le lui tendit. Elle lut lentement, ses lèvres formant chaque mot. Ses doigts se mirent à trembler. « C'est moi qui ai écrit ça, dans le noir !» Marshall s'assit à côté d'elle, passa un bras protecteur autour de ses épaules. « Alors je te le dis, tu es plus réel que tout ce que j'ai vu de ma vie. » S, resté près de la portière, posa doucement sa tête sur les genoux de la fillette. Elle caressa ses oreilles, un sourire fragile perçant enfin sur ses lèvres. « Je crois qu'il ne m'a jamais oublié, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Marshall, « et il ne t'oubliera jamais. »
Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Oak Ridge, petite ville discrète sur la carte, se retrouva sous le feu des projecteurs nationaux. Les caméras des chaînes d'information s'alignaient le long des trottoirs. Les journalistes tendaient leurs micros à chaque sortie du commissariat. Les Caldwell, ou plutôt Robert Kane et Denise Miller, selon leur vrai nom, étaient désormais derrière les barreaux. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'analyse des comptes bancaires et des communications avait permis de démanteler un réseau plus vaste. D'autres noms surgirent, reliés par des transactions, des déplacements, des numéros de téléphone. En moins de 2 semaines, 6 arrestations eurent lieu dans 3 États différents. Plusieurs enfants furent retrouvés, certains déjà placés en famille d'accueil, d'autres encore hospitalisés pour soins médicaux et psychologiques. Pour Marshall, chaque visage retrouvé était une victoire, mais aussi une question douloureuse. Combien ne seraient jamais identifiés? Les lettres trouvées dans le jardin des Caldwell furent répertoriées, photographiées et confiées à une équipe spéciale pour tenter de remonter vers les familles. Certaines avaient déjà un écho, Tessa, Ellie, Rosie, mais d'autres restaient anonymes, seulement des initiales ou des dessins sans nom. Capitaine Avery, fidèle à son style direct, organisa une conférence de presse devant le poste de police. Marshall, malgré sa réticence habituelle à se montrer, se retrouva à ses côtés, Ace assis au pied, calme et droit comme un soldat en service. Les flashs crépitaient, les caméras tournaient. Avery parle de l'enquête, des preuves, de la coopération entre services locaux et fédéraux. Puis un journaliste demanda « Détective Stone, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à creuser quand beaucoup auraient clos le dossier après avoir retrouvé Lila ?» Marshall jeta un coup d'œil à Ace, qui leva brièvement la tête vers lui. Parce que parfois, la voix la plus faible est celle qui a le plus besoin qu'on l'entende, et si vous ne l'écoutez pas, personne ne le fera. Ace reçut une médaille de service ce jour-là. Une petite pièce ronde fixée sur son collier, gravée à son nom. Il ne comprenait sans doute pas la cérémonie, mais Marshall savait qu'Ace avait senti l'importance du moment. Il resta immobile tout du long, oreilles dressées, regard fixe sur la foule. 2 mois plus tard, le visage de Lila rayonnait enfin d'une lumière différente. Elle vivait désormais chez George et Marcia Holden, un couple dans la cinquantaine, marié depuis plus de 20 ans et qui, malgré des années de tentatives, n'avait jamais pu avoir d'enfant. Marcia, femme chaleureuse aux cheveux argentés et au sourire constant, préparait chaque samedi matin des pancakes aux fraises, rien que pour Lila. George, lunettes rondes et humour tendre, la bordait chaque soir avec une histoire et une prière. Ace venait la voir régulièrement. Chaque fois qu'il passait le portail, Lila accourait, le serrant dans ses bras comme la première nuit sous le pont. Ace, fidèle à lui-même, s'installait à ses pieds, comme pour lui rappeler qu'il était toujours là, en veille silencieuse. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Lila creusa un petit trou au pied du vieux chêne dans leur jardin. Dans une boîte à chaussures, elle plaça un dessin. Ace, debout, sous un ciel étoilé, à côté d'un pont. Elle ajouta un mot pour la prochaine petite fille. Puis elle referma la terre doucement, murmurant quelque chose que seul le vent entendit. Le printemps s'installait doucement à Oak Ridge. Les fleurs bordaient à nouveau les trottoirs, les rivières gonflaient avec la fonte des neiges et le vent portait une odeur plus douce. Mais pour Marshall, chaque matin restait un rappel. Quelque part, d'autres enfants vivaient encore dans l'ombre, comme Lila auparavant. Et il savait qu'il ne pourrait jamais les oublier. Ce dimanche-là, il rendit visite au Holden. Marcia était en cuisine, un tablier autour de la taille, et George bricolait sur la terrasse arrière. Lila, elle, était assise dans l'herbe avec Ace, tenant dans ses mains un petit collier tressé aux couleurs vives. « C'est pour toi », dit-elle en l'attachant autour du cou du chien. « Comme ça, même quand tu ne seras pas là, je saurai que tu penses à moi. » Ace posa doucement sa tête contre elle et Marshall, à quelques pas, sentit sa gorge se serrer. Ces deux-là avaient tissé un lien que rien ne pourrait briser. Lila se leva et courut vers lui, ses yeux pétillants d'une joie nouvelle. « Tu sais, je crois que Dieu ne m'a pas oublié. » Marshall s'agenouilla, la regardant droit dans les yeux. « Non, Lila, il t'a juste envoyé au bon endroit, avec les bonnes personnes, et un chien têtu qui refuse de passer son chemin. » La fillette rit doucement, puis retourna jouer avec Ace, qui bondissait autour d'elle. Marshall observe la scène un moment, le cœur lourd mais rempli d'une certaine paix. Cette affaire avait changé Oak Ridge. Les habitants, autrefois habitués à leur tranquillité feutrée, avaient pris conscience que le mal pouvait se cacher derrière les façades les plus impeccables. Beaucoup avaient commencé à prêter attention à ce qui se passait autour d'eux.
à tendre l'oreille aux signes que, trop souvent, on choisit d'ignorer. Le soir, alors que Marshall rentrait chez lui, il se surprit à lever les yeux vers le ciel clair. Il pensa à toutes les lettres trouvées, à tous ces prénoms griffonnés, à tous ceux dont l'histoire restait inachevée. Et il se fit une promesse silencieuse. Tant qu'il porterait l'insigne, aucune de ses voix ne serait oubliée. Peut-être que, là-haut, les anges ne portaient pas toujours des ailes. Parfois, ils arrivaient en uniforme, parfois, ils avaient 4 pattes et un flair infaillible. Parfois, c'était simplement un enfant qui, malgré tout, continuait d'espérer. Et à ceux qui écoutaient ce récit, Marshall aurait aimé dire « Si un jour vous croisez une voix faible, un regard qui demande de l'aide, ne détournez pas les yeux. Parce que ce jour-là, vous pourriez être celui ou celle qui change tout. » Les semaines qui suivirent l'arrestation des Caldwell ne furent pas seulement remplies de paperasse et d'audience. Elles furent aussi parsemées de moments où la lumière perçait l'obscurité. Chaque jour, de nouveaux détails sur le réseau émergeaient, trajets tracés sur des cartes, échanges codés déchiffrés par les analystes, photos identifiées par des témoins. Et au milieu de ces pièces à conviction, il y avait des visages. L'une des premières à retrouver une vie plus douce fut Tessa, la petite fille dont Marshall avait lu la lettre. On l'avait localisée grâce à un signalement d'une famille d'accueil du Missouri. Lorsqu'il la vit pour la première fois, elle portait une robe à pois et serrait contre elle une peluche élimée. Elle n'avait pas encore retrouvé l'insouciance. Mais dans ses yeux brillait cette même étincelle qu'il avait vue chez Lila le jour de son adoption. Puis il y eut Ellie, retrouvée à 3 états de là. Il avait été placé dans un centre provisoire, effrayé par les bruits soudains et incapable de dormir dans une pièce fermée. Marshall avait insisté pour qu'il ait un chien d'assistance. La première fois qu'Ellie posa la main sur le dos chaud d'un labrador, ses épaules se détendirent, comme si on lui avait enlevé un poids invisible. D'autres histoires étaient plus difficiles. Une fillette, identifiée seulement par les initiales MJ, sur un bracelet, avait été retrouvée dans un état critique. Hospitalisée, elle refusait de parler, communiquant seulement par dessin. Les médecins disaient qu'il faudrait du temps, et Marshall savait qu'ils avaient raison. Le temps, la patience, et surtout la certitude que, cette fois, plus personne ne lui tournerait le dos. Les lettres retrouvées dans la boîte du jardin avaient été exposées dans une salle sécurisée du commissariat, pas comme des trophées, mais comme des promesses. Marshall passait parfois devant, s'arrêtant pour relire certaines phrases, comme pour se rappeler pourquoi il faisait ce métier. Ace, souvent à ses côtés, semblait lui aussi comprendre que chaque feuille représentait un enfant qui avait compté, même si personne n'avait écouté à temps. Un soir, alors que le poste se vidait, Marshall croisa Anita, l'agente de la protection de l'enfance. Elle sortait du bureau de Lila avec un sourire rare. « Elle a commencé un journal, dit-elle. Elle écrit tout ce qu'elle ressent. Elle a même parlé de toi et d'Ace. »« Qu'est-ce qu'elle a écrit ?» demanda Marshall. Anita haussa les épaules, émue. « Que parfois, Dieu n'envoie pas des anges avec des ailes, mais des bottes, un badge et un chien qui ne lâche jamais une piste. » Marshall resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Il savait que ces mots resteraient avec lui, bien après que l'affaire Caldwell serait classée. Parce que certaines histoires ne se ferment jamais vraiment. Elles s'inscrivent dans ceux qui les portent, gravées comme des cicatrices invisibles. 6 mois avaient passé depuis l'arrestation des Caldwell. L'été avait enveloppé Oak Ridge de chaleur et la routine semblait reprendre ses droits. Marshall alternait désormais entre patrouilles, enquêtes mineures et missions ponctuelles pour le département fédéral. Lorsque des cas de disparition ou de maltraitance nécessitaient un œil expérimenté. Ace, lui, continuait de s'entraîner chaque semaine comme si rien ne pouvait émousser son instinct. Pourtant, certaines nuits, Marshall se réveillait en sueur, revoyant la pièce du sous-sol, les griffures sur les murs, les lettres enfouies sous la terre. Ces images ne disparaissaient jamais vraiment. Il savait qu'elles n'étaient pas seulement des souvenirs, elles étaient des avertissements. Un jeudi soir, alors qu'il bouclait un rapport dans son bureau, le téléphone sonna. Numéro masqué. Marshall décrocha, son ton neutre. « Stone ». Une voix féminine, hésitante, presque un murmure. « Je crois que j'ai vu quelque chose. Où êtes-vous ? » ?»« Dans le comté de Ridgeview. Je travaille dans un motel près de la sortie 12. Un homme a loué une chambre avec 2 enfants. Il ne parle pas, il ne sourit pas. Et il ne les laisse pas sortir. » Marshall sentit la tension remonter dans ses muscles. « Vous pouvez me décrire l'homme ? Grand, veste en cuir, tatouage sur la main gauche. » Ace, couché à ses pieds, avait levé la tête. Ses oreilles s'orientaient vers la voix
qui filtrait à travers le combiné, comme s'il comprenait déjà. « Écoutez-moi bien, dit Marshall à la plante. Je veux que vous restiez calme. Notez le numéro de la chambre, je serai là dans 21 minutes, et n'alertez surtout pas l'homme. » Il raccrocha, prit ses clés, enfila son gilet tactique et claqua la porte. Ace bondit à l'arrière du 4x4 sans qu'il ait besoin de lui dire un mot. La route vers Ridgeview était droite, mais chaque minute semblait s'étirer. Marshall passait mentalement en revue les protocoles, les angles d'approche, la façon dont il faudrait sécuriser les enfants. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'arriver trop tôt ou trop tard. L'instant serait décisif. Lorsqu'ils atteignirent le motel, un vieil établissement au néon rouge clignotant, la nuit s'était installée. Marshall coupa les phares à quelques mètres, observant les fenêtres. Une silhouette se mouvait dans l'une d'elles, grande et nerveuse. Dans l'ombre, deux formes plus petites semblaient immobiles. Ace fixait la porte comme un chasseur fixant sa proie. Marshall posa une main sur son collier. « Prêt pour un autre, vieux ?» Le chien émit un grondement bas. Marshall inspira profondément. Cette nuit, il comprit que, peu importe combien d'affaires il résoudrait, le combat ne s'arrêterait jamais vraiment. Il y aurait toujours une autre porte à ouvrir, une autre voie à libérer.